réalité, ce n'est pas un progrès de la connaissance, mais paradoxalement un régret, ou voire pourquoi pas une régression. Une régression vers la source de la connaissance. Vous avez vu que je suis aux Archives Husserl, à Paris, à l'ENS, je travaille là, et donc le philosophe qui a donné le nom à cette unité de recherche est quelqu'un qui a déclaré que le but de sa recherche était de remonter à ce qu'il appelait les mères de la connaissance. Non pas toute la progéniture que la connaissance a produite depuis, disons, un certain nombre de siècles, mais les origines, la source, celle qu'on a oubliée. Donc c'est exactement ça. Et évidemment, si on l'a oublié, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a obligé à la tenir pour négligeable, et un processus qui a produit ce que j'appelle le point aveugle de la science. Donc le point aveugle, bien sûr, le point aveugle, d'abord, c'est un phénomène visuel, optique. Vous le connaissez tous, je n'ai pas beaucoup besoin d'insister. Vous savez que si vous regardez cette petite croix, que vous fermez l'œil droit et que vous la regardez de l'œil gauche, malheureusement, vous n'êtes pas à la bonne distance, mais si vous approchez à la bonne distance de la croix, c'est-à-dire environ 3 fois la distance entre la tache noire et la croix, eh bien, vous verrez que vous ne voyez plus la tache noire. Mais ce qui est très intéressant, alors c'est évidemment, je passe sur l'explication optique de cela, vous savez que c'est à cause de la réunion de toutes les fibres optiques, de tous les axones des cellules photosensibles de la rétine en un point, qu'on appelle justement le point aveugle de la rétine. Mais ce qui est très intéressant, et c'est là que la métaphore, si vous voulez, que j'utilise, celle du point aveugle, va travailler pour nous, eh bien, c'est que lorsque vous ne voyez plus la tache noire, le non-voir n'est pas vu. C'est-à-dire que vous ne voyez pas que vous ne voyez pas, vous voyez simplement qu'il y a une continuité du fond, à savoir ici, ça serait un fond purement blanc. Donc vous ne vous rendez pas compte qu'il y a quelque chose qui manque, parce que le fond est parfaitement continu. Il n'y a pas un vide, il y a la continuité du fond blanc. Et donc, c'est ce qui motive la citation que j'ai extraite ici du livre The Tree of Knowledge de Maturana et Varela. Non seulement nous ne voyons pas cela, mais nous ne voyons pas que nous ne voyons pas. Nous ne nous apercevons pas qu'il y a quelque chose qui manque. C'est en cela que la métaphore du point aveugle va travailler pour la question de la connaissance scientifique. Alors, quel est justement le point aveugle des sciences objectives? En quoi consiste-t-il? Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans le savoir? Et qu'est-ce que nous ne comprenons pas ou nous ne savons pas que nous ne voyons pas? Bien, la première chose que nous ne voyons pas et que nous ne savons pas que nous ne voyons pas, eh bien, c'est tout simplement le corps propre, mon corps, votre corps, le corps de tous les chercheurs qui travaillent dans des laboratoires et qui considèrent que le corps n'est qu'un moyen, qui n'est pas très important, qu'il peut être soustrait du produit de la connaissance. Or, justement, par exemple, là j'ai représenté le Newton de William Blake et les lois de Newton. Les lois de Newton, c'est ce qu'on veut obtenir. Les lois de Newton, c'est ce qui ne contient plus en apparence la source de la connaissance, ce qui ne contient plus le corps du connaissant, ce qui ne contient plus en particulier le corps de Newton et des situations dans lesquelles il a été, c'est-à-dire la situation de quelqu'un qui s'asseyait sous un pommier, ou la situation de quelqu'un qui était en train de travailler dans son étude et qui utilisait les instruments du géomètre, le compas, la règle, etc. Et son corps, bien entendu, son corps qui était à la fois voyant et agissant. Tout cela, on considère que ça n'a pas d'importance, que la seule chose qui importe, c'est le résultat, le produit de la connaissance, à savoir les 3 lois. Les 3 lois de Newton. Donc Newton doit être évacué des trois lois de Newton.
Et non seulement Newton, mais nous tous qui comprenons les lois de Newton, nous tous qui avons travaillé pour éventuellement faire des TP pour tester les lois de Newton, etc., etc. Donc tout ça doit être évacué. Et là, on devrait se rappeler de ce que c'est que ce que Kant, par exemple, appelait la constitution d'objectivité. On pourrait presque dire la construction de l'objectivité. Ce que nous voyons au départ n'est pas objectif. Ce que nous voyons au départ, c'est un champ d'expérience qui nous appartient, qui est situé, qui est centré là où je suis en ce moment ou là où vous êtes en ce moment. Mais au fur et à mesure, ce que nous faisons pour obtenir une connaissance objective, c'est soustraire tout ce qui nous est particulier. Soustraire les goûts, soustraire les particularités, soustraire les jugements esthétiques, tout ce qui nous est personnel. Et ne retenir que les structures qui peuvent être partagées entre nous tous. Une fois qu'on a réussi à obtenir cette structure, cet invariant, là, ça ressemble d'ailleurs à l'invariant, vous savez, d'un groupe de transformation. Une fois que nous avons obtenu ça, eh bien, nous ignorons le processus par lequel nous en sommes venus là, et nous ne retenons que la structure résiduelle, je dirais, du processus. Nous oublions le corps, les corps des êtres qui ont travaillé à l'extraction de ces invariants. Ceci dit, même, bien entendu, ce processus est précieux. C'est lui qui nous permet de travailler et d'obtenir des connaissances qui valent pour tous, en tout lieu, et qui sont améliorables par tous et par des chercheurs qui habitent en tous les lieux de cette planète ou même peut-être de l'univers. Mais cette situation à la fois éventuellement individuelle, mais pas seulement, cette situation humaine, cette situation corporelle qui est notre point de départ, eh bien, nous est rappelée pendant les révolutions scientifiques. À certains moments, quelque chose s'effondre dans la connaissance. On sent qu'il y a quelque chose qui résiste, qui ne marche plus. Et à ce moment-là, toutes les révolutions scientifiques se ressemblent de ce point de vue-là. Ce qui se passe, c'est que les chercheurs scientifiques se rappellent d'où ils étaient venus et pourtant qu'ils avaient oublié. D'où étaient-ils venus? Eh bien, de laboratoires, de corps concrets qui se mouvaient au laboratoire et qui manipulaient des instruments. Vous savez que des révolutions scientifiques aussi considérables que la révolution relativiste ou la révolution quantique ont eu pratiquement le même processus de mise en place. Le processus de mise en place qui consistait à revenir au concret, à revenir aux procédures qu'on utilise au laboratoire. Vous connaissez par exemple ce que dit Einstein dans son article de 1905 sur la théorie de la relativité restreinte. Je ne considérerai plus le temps ou l'espace, mais je considérerai simplement le processus de mesure des distances par des règles et le processus de mesure des durées par des horloges. Donc, ce qu'a fait Einstein, c'est revenir au concret de la procédure de mesure au laboratoire. Ce qu'ont fait les créateurs de la mécanique quantique, surtout, bon, le plus paradigmatique de ce point de vue-là est sans doute Heisenberg, en 1925, il est revenu à ce qu'il appelait les observables. Je sais bien que les images que j'utilise, à savoir l'image de la révolution des électrons autour d'un noyau, ces images me posent problème, nous posent problème. Par exemple, Bohr savait que cette image qu'il avait pourtant beaucoup utilisée lui-même, qu'il avait postulée, et simplement qu'il avait agrémenté de la possibilité pour un électron de faire un saut d'une orbite à l'autre autour du noyau, que cette image posait problème. En 1924, c'était un désastre, on s'arrachait les cheveux, on ne savait plus comment faire, et Heisenberg a proposé simplement de se passer des images, de dire bah, c'est fini. On ne considère plus l'idée, plutôt l'image de l'électron tournant autour du noyau, mais on ne veut plus retenir que les observables, les mesurables, je dirais, au laboratoire. Quoi? Eh bien, tout simplement, les valeurs des niveaux
d'énergie qui correspondent au spectre d'émission et d'absorption des électrons dans ces atomes. C'est tout. Toute la théorie a été reconstruite à partir de là, à partir de ces observables qu'on pourrait plutôt qualifier d'ailleurs de mesurables. Bien sûr, à partir de là, une fois qu'on a fait ça, eh bien, je dirais que l'évolution des sciences supérieures consiste à essayer d'oublier à nouveau ce retour vers le concret du mesurable au laboratoire. Mais, bien entendu, cette tentative d'oublier le rappel, je dirais, d'oublier le rappel qui a eu lieu lors de la révolution scientifique a des limites. Et on a des problèmes d'interprétation qui sont liés à cette tentative d'oublier. Vous allez voir de quoi il s'agit plus tard. La deuxième chose qui est le point aveugle, qui est le point aveugle des sciences objectives, il est encore plus proche de nous. C'est pas seulement le concret, si vous voulez, du travail d'êtres humains dotés d'un corps au laboratoire, mais c'est aussi l'expérience vécue que nous avons en ce moment même, l'expérience que vous avez par exemple, de me voir et de juger si ce que je dis est pertinent ou pas. Cette expérience même, vous l'oubliez en faveur du jugement, du contenu du jugement. L'expérience est omniprésente. Je l'oublie. Je la traverse en faveur des objets de cette expérience. Elle est omniprésente, tellement omniprésente que pour moi elle est absente. C'est comme une fenêtre, si vous voulez. Vous ne voyez pas la vitre, vous voyez ce qu'il y a à travers la vitre. Vous ne voyez pas ce à travers quoi vous voyez. Wittgenstein disait quelque chose une proposition que j'ai absolument adorée. L'expérience n'est pas quelque chose, mais elle n'est pas rien. Elle n'est pas une chose, l'expérience. Vous ne pouvez pas la saisir, vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas la capturer, mais elle n'est pas rien. Et moi, j'ai tendance à dire, elle est peut-être même tout ce que nous avons en ce moment. On n'a rien d'autre que notre expérience. Notre expérience des choses, bien sûr, mais notre expérience quand même. Et quelquefois, j'ai envie de demander aux gens, est-ce que vous pouvez me citer quelque chose qui est complètement indépendant de l'expérience que vous vivez à cet instant? Alors, bien sûr, la réponse est oui ou non. Si elle est non, je ne peux pas citer quelque chose qui est complètement indépendant de l'expérience que je vis maintenant. Bien sûr, j'ai gagné. J'ai gagné dans ma thèse. Mais si quelqu'un me dit « oui, je peux te citer quelque chose qui est indépendant de l'expérience », j'ai gagné aussi. Parce que ce quelque chose que la personne peut citer et qu'il dit être indépendant de l'expérience est par la même dépendance de son expérience, puisqu'il se la figure en ce moment, cette chose. Il se l'imagine, il la conçoit. Par exemple, quelqu'un m'a dit une fois « une comète ». Bien bon, la comète, il est en train de l'imaginer. Donc on ne peut pas dire qu'elle soit indépendante de son expérience. Elle est peut-être indépendante de son expérience sensorielle, parce que maintenant, il n'a pas le télescope qui lui permettrait de voir la comète. Mais elle n'est pas indépendante de son expérience tout court, parce que son expérience, c'est aussi l'imagination, c'est aussi la reconstruction conceptuelle. Donc, rien n'est indépendant de notre expérience présente. On y reviendra sûrement dans les questions, vous aurez des choses à dire. Alors, donc je vous disais, le point aveugle des sciences, c'est une métaphore. Ce n'est pas seulement un fait optique, un fait visuel, mais ça peut servir aussi de métaphore. Et là aussi, notre cher philosophe Wittgenstein a utilisé cette métaphore vers la fin du Tractatus Logico-Philosophicus, qui est sa première grande œuvre. Rien dans le champ visuel, dit-il, ne te permet d'inférer que cela est vu par un œil. Et en effet, si vous pensez à un œil, soit vous pensez à l'œil de votre voisin, auquel cas vous pouvez voir en effet l'œil de votre voisin. Soit vous pensez à votre œil lui-même, et dans ce cas, vous ne voyez pas votre œil, vous voyez le paysage vu par l'œil. Et dans le paysage vu par l'œil, vous ne voyez pas l'œil. Donc, effectivement, dans le paysage, vous n'avez pas
une preuve directe que cela est vu par l'œil. Cependant, alors là je corrige un peu Wittgenstein, vous avez des preuves indirectes que cela est vu par un œil. La première preuve indirecte, oui, exactement. Tu peux effectivement cacher tes yeux et ne plus voir. Et dans ce cas, effectivement, c'est l'absence ou présence de vision qui permet de déduire que ceci est vu par un œil. La deuxième chose, c'est la structure même du paysage. Vous voyez, une structure qu'on pourrait qualifier de perspective unilinéaire ou unicentrique. C'est la fameuse construction des grands artistes de la Renaissance. Cette structure-là, cette structure perspective, avec un point de fuite, elle dénote le fait que ceci est vu à partir d'un certain point de vue. Alors ça pourrait être un œil, ça pourrait être un appareil photo, ça peut être une caméra oscura de la Renaissance, peu importe. Mais en tout cas, ceci a un indice indirect que cela est vu de quelque part. Je ne dis pas d'un œil, mais de quelque part. D'accord ? À partir d'une structure quasi ponctuelle. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. C'est intéressant parce que ça va nous porter vers une considération philosophique qui est que on peut effectivement remonter de la structure de la connaissance vers la structure du connu. Cette remontée de la structure de la connaissance vers la structure du connu, de la même façon que je remonte de la structure du paysage vu vers la structure du voyant, même si c'est une structure élémentaire qui est simplement le fait qu'elle est ponctuelle, eh bien, cette remontée du connu au connaissant, c'est ce qu'on appelle, alors attention, c'est ce qu'on appelle la philosophie transcendantale. La philosophie transcendantale, telle qu'elle a été formulée par Kant d'abord, puis par Husserl et par beaucoup d'autres chercheurs, c'est exactement ça. C'est cette démarche de régression, je vous parlais tout à l'heure de régression, qui est totalement antinomique de la démarche scientifique, qui va de l'immédiatement connu vers le médiatement connu. Cette démarche, elle remonte du connu vers la structure du connaissant. Et je peux dire plein de choses sur la structure du connaissant à partir de la structure du connu. Alors, par exemple, Husserl a fait un certain nombre de descriptions phénoménologiques de la structure de la connaissance. Ici, alors c'est très intéressant, Nishida Kitaro est un philosophe japonais qui a vécu à cheval sur le 19e et le 20e siècle. Donc un peu avant Wittgenstein et nettement avant l'essentiel de la philosophie de Husserl. Et pourtant, il nous dit quelque chose qui est quasi isomorphe à ce que dit Wittgenstein, mais cette fois non plus à partir du cas particulier de l'œil, mais à partir du cas général de la connaissance elle-même. Dès que l'on a adopté le point de vue de la connaissance objective, le connaissant n'entre plus dans le champ visuel. La connaissance objective, c'est précisément cette connaissance qui laisse le connaissant derrière elle, par méthode, par choix et par souci d'efficacité, bien sûr. Et de fait, c'est très efficace. Mais cette efficacité se paye d'un défaut qui est qu'à un certain moment de l'avancée des connaissances, on peut trouver des obstacles, des paradoxes, des choses étonnantes qui nous renvoient réflexivement vers cet acte de soustraction du connaissant. Husserl, donc le philosophe dont le laboratoire auquel j'appartiens porte le nom, Edmund Husserl, philosophe qui a vécu entre 1858 et 1936, philosophe allemand, créateur de la phénoménologie, a écrit un livre que je trouve admirable, qui est mon livre de chevet, qui s'appelle « La crise des sciences européennes ». C'est un livre d'ailleurs de sa maturité tardive, hein, c'est pratiquement son dernier livre. Et dans ce livre, il signale que selon lui, Galilée, le fondateur de la science moderne, et le fondateur bien sûr de la physique moderne, est un génie à la fois découvrant et recouvrant. Découvrant, bien sûr, ça tout le monde le sait. Tout le monde sait pourquoi il est découvrant. C'est parce qu'il a réussi pour la première fois, en tout cas pour la première fois en matière de dynamique, de cinématique, en mathématisant les phénomènes naturels.
Archimède l'avait déjà fait pour la statique. Galilée l'a fait pour la dynamique et surtout la cinématique. Mais Husserl ajoute que Galilée est aussi le génie recouvrant. Et ça, évidemment, c'est presque choquant. Comment? Il a recouvert quelque chose, il a caché quelque chose. Il a caché quoi? Il a caché l'origine de cette connaissance qu'il avait obtenue, tout simplement. L'acte qui lui avait permis de la connaître. Et Husserl lui reproche justement de substituer le monde des idéalités mathématiques au seul monde réel, notre monde de la vie. En allemand, Lebenswelt. Donc Galilée a essayé, il a essayé pour la première fois de l'histoire de la connaissance humaine, de dériver toutes les réalités, y compris la réalité de l'expérience vécue, à partir des idéalités mathématiques qu'il avait posées comme étant descriptives des phénomènes physiques, des phénomènes mécaniques. Et Husserl, bien sûr, lui reproche amèrement d'avoir fait ça, parce que tout en découvrant quelque chose, il a recouvert quelque chose. Il lui a reproché amèrement en signalant que, selon le point de vue galiléen, selon le point de vue qu'a fondé Galilée, selon le point de vue des sciences objectives telles que Galilée les a conçues, on suppose que le subjectif relatif est surmonté, qu'on est allé au-delà de lui pour trouver une réalité qui est plus réelle que lui, la réalité objective, on le dit tous les jours. Pourtant, ajoute Husserl, le subjectif relatif opère non pas comme quelque chose de contingent qu'on peut négliger, par-dessus lequel on peut passer pour atteindre quelque chose de plus réel que lui, mais comme ce qui fonde, en fin de compte, la validité théorique pour toute attestation objective. Ce que veut dire Husserl, c'est que la validité des sciences objectives est fondée sur ce processus d'extraction d'invariants à partir de notre expérience subjective, à partir de nos situations individuelles, à partir de nos situations génériques, la situation de l'humanité par exemple. On ne peut pas oublier cela en croyant qu'on l'a totalement mis à l'écart. Bien sûr, on l'a mis dans une certaine mesure à l'écart, mais ceci va se rappeler à notre bon souvenir à certains moments, et à certains moments justement de crise des sciences. La crise de certaines sciences vient de ce qu'on a totalement oublié, l'origine de ces connaissances. Exemple, 3 paradoxes. Vous allez voir que ces 3 paradoxes se ressemblent terriblement et pourtant ils appartiennent à des domaines scientifiques extrêmement différents. Le premier, c'est le gouffre explicatif ou le problème difficile de l'origine physique de la conscience. Comment expliquer l'émergence de la conscience, l'émergence de, et pas seulement de la conscience au sens très étroit, réflexif du terme, mais au sens plus large d'expérience vécue. Comment peut-on expliquer l'émergence de l'expérience vécue à partir d'un monde physique? Pour mettre en crise cette question, si vous voulez, je lui donne un tour volontairement paradoxal. Comment donner une explication objective du subjectif? Là, vous sentez qu'il y a un petit problème. Et en général, on n'exprime pas ça volontiers comme ça, parce que, justement, ça serait manifester en quoi c'est paradoxal, de façon trop évidente. Et donc, si je retraduis cet énoncé un peu paradoxal comme ceci. Comment retrouver l'expérience subjective après l'avoir volontairement bannie par le processus d'objectivation? Le processus d'objectivation, c'était justement celui qui consistait à extraire des invariants structuraux à partir de la multiplicité des expériences subjectives possibles. Et donc, j'obtenais quelque chose qui est le résidu de ce processus, le résidu structural de ce processus. Comment retrouver la source à partir du résidu structural? Tel est le paradoxe. Et là, vous voyez qu'il y a un problème. D'habitude, on ne voit pas qu'il y a un problème. C'est simple, voilà, le monde qui existe, c'est le monde physique, le monde objectif, et je veux retrouver tous les phénomènes de ce monde, y compris le phénomène du vécu, qui est l'un des phénomènes de ce monde. C'est comme ça qu'on présente habituellement le problème. Là, je vous le retourne. C'est le retournement phénoménologique. Je vous l'inverse et je vous dis, ok, mais n'oubliez pas qu'on est parti de l'expérience vécue pour construire le concept d'un monde objectif et qu'ensuite, à partir de là, on veut remonter à la source.
Eh bien ça, c'est pas évident. Mais les deux autres problèmes, il y en a d'autres, hein, mais deux autres problèmes vraiment importants qui sont posés dans le même style, c'est la question du second principe de la thermodynamique. Vous savez que la première chose qui a été mise en place dans l'histoire de la thermodynamique, c'est le premier principe, par Sadi-Carnot, etc. Enfin, même avant Sadi-Carnot. Donc la conservation de l'énergie. C'était déjà un principe extraordinaire. Mais ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Parce que, certes, il y avait équivalence de l'énergie, des formes d'énergie, énergie mécanique, énergie thermique, énergie électromagnétique, etc. Mais il n'y avait pas totale interconvertibilité des formes d'énergie. Il y en avait qui étaient moins interconvertibles que d'autres. L'énergie thermique étant le pire exemple dans ce domaine. Donc, comment expliquer l'irréversibilité constatée, le fait qu'il est vrai qu'on peut convertir facilement l'énergie mécanique en énergie thermique, mais pas le contraire, en tout cas pas dans les proportions d'une totale conversion quantitativement équivalente. Eh bien, comment expliquer cette irréversibilité à partir des lois habituellement symétriques de la physique? Et donc la question qu'on se pose, c'est comment, donc je la retraduis, comment retrouver l'irréversibilité éprouvée? Nous éprouvons l'irréversibilité. Nous éprouvons que le temps ne s'inverse pas. Après l'avoir volontairement banni en faveur d'une lecture coordonnée des horloges. Il ne faut pas oublier que le temps de la mécanique n'est pas le temps de la thermodynamique, c'est le temps des coordinations d'horloges, et rien d'autre. Donc il ne faut pas trop s'étonner qu'on ne puisse pas remonter au deuxième principe à partir, c'est-à-dire au principe d'irréversibilité, à partir d'une lecture coordonnée des horloges qui, elle, évidemment, est réversible. Le problème de la mesure en mécanique quantique, vous allez voir que c'est la même chose. Et là, je ne vais pas trop développer parce qu'on va y revenir, justement. La question qu'on se pose habituellement, c'est comment expliquer que le chat de Schrödinger soit vu mort ou vif, alors que son état quantique le représente mort et vif. Mais la question, si on la retraduit, évidemment, ça paraît paradoxal quand on lit cet énoncé, mais quand on lit l'énoncé un tout petit peu différemment, c'est-à-dire en admettant que ce qu'on appelle l'état quantique n'est pas l'état actuel des systèmes quantiques, mais une description des potentialités ou des possibilités, alors on ne s'étonne plus qu'on ne puisse pas remonter à l'actualité à partir des potentialités. Donc tout ça se ressemble parce qu'on part de quoi? On part d'une vie, une vie concrète, qui est faite d'irréversibilité. Je vois quelque chose et je ne le vois plus un instant après. Qui est faite justement d'actualité, qui est faite de subjectivité. Et à partir de cette vie concrète, on veut remonter à... Bon, je pense que j'ai un peu inversé les choses. À partir de cette vie concrète, plus exactement, je construis un monde abstrait qui est un monde justement d'objectivité, un monde de réversibilité et un monde de possibilités. Et ayant construit ce monde extrêmement, je dirais, abstrait, eh bien, je veux revenir au concret de mon vécu. Ben ça, c'est un problème, et c'est pas étonnant que ça soit un problème. Donc, je vais pas traiter tous les problèmes de ce type, mais seulement deux. Le problème de la conscience et le problème de la mesure en mécanique quantique. Donc, commençons par la conscience. Vous savez que on considère, à l'heure actuelle, pour beaucoup de raisons, je vais en considérer quelques-unes, d'abord une raison que j'appellerai inductive et ensuite une raison expérimentale, on considère que, bien entendu, un jour, peut-être pas immédiatement maintenant, mais on est peut-être tout près, eh bien, on va pouvoir résoudre ce dernier mystère qui est celui de l'origine physique, physiologique de la conscience. L'argument le plus général qu'on avance dans ce domaine, c'est ce que j'appellerais, ce qu'on appelle en général, un argument inductif. On tire la leçon du passé et on infère quelque chose sur l'avenir. On a toujours réussi quelque chose dans le passé, donc on le réussira dans l'avenir.
On a toujours vu que les objets tombaient, et donc on verra toujours que les objets pesants tombent. Voilà, ça c'est l'argument inductif dans sa platitude. Alors, on regarde ce qu'on a déjà réussi à faire dans le passé. On a réussi à réduire la chaleur à l'énergie cinétique des molécules. Ok? C'est la théorie cinétique des gaz. On a réussi à résoudre la vie à des réseaux de réactions biochimiques. C'est la biologie moléculaire, on pourrait dire. On a réussi à réduire le temps à une 4e dimension de l'espace de Minkowski. Ça, c'est la théorie de la relativité restreinte. On a réussi à réduire la couleur. Bon, alors ça peut être à la longueur d'onde d'un rayonnement électromagnétique, ça peut être éventuellement à l'altération de certains photorécepteurs dans la rétine, etc. En tout cas, quelque chose d'objectif. On a réussi à réduire la pensée à des mécanismes dans des ordinateurs. C'est la machine de Turing. Bon. Là, évidemment, je fais une caricature. Hein. Je fais une caricature. Vous l'avez compris. On a réussi à réduire l'information à une formule probabiliste, la formule de Shannon. Et tout ce qui, avant, nous empêchait de voir ces concepts objectifs de pensée, d'information, de couleur, de temps, de vie, de chaleur, tout cela a été balayé et on a éliminé tout ce qui, avant, nous faisait paraître mystérieux, étonnant, tous ces phénomènes. L'élément feu, le principe vital. Je vous ai là mis la copie d'un livre sur le principe vital qui a été publié en 1949. Le concept de principe vital était pris au sérieux il n'y a pas si longtemps. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, très jeune, vers les années 60, le concept de principe vital n'était pas totalement inconcevable. De nos jours, je pense qu'à part quelques acharnés, il a pratiquement disparu du domaine de la pensée. Mais à l'époque, non. Donc c'est quelque chose qui a duré très longtemps. Le concept d'intellect agent, là je cite quasiment Averroès, donc c'est assez ancien. Le dieu Chronos, la lumière spirituelle, tout cela a disparu dans le passé. Et ce qui a remplacé tout cela, c'est des concepts scientifiques, des concepts objectifs de chaleur, de vie, de temps, de couleur, de pensée, d'information. Si tous ces mystères ont disparu, alors pourquoi pas le mystère de la conscience? Cet argument inductif, il a été formulé de façon extrêmement claire par un certain nombre de philosophes ou de spécialistes des sciences cognitives dans un passé très récent. Par exemple, Daniel Dennett, dont vous avez peut-être lu le livre célèbre « La conscience expliquée ». Daniel Dennett dit ceci. « Nous avons à présent obtenu des explications mécaniques du métabolisme, de la croissance, de l'autoréparation et de la reproduction qui, il n'y a pas si longtemps, semblaient trop merveilleux pour les dire en mots. La vie. La conscience, selon cette vision optimiste, est en effet une chose merveilleuse, mais pas à ce point merveilleuse qu'on ne puisse pas l'expliquer en utilisant les mêmes concepts que ceux qui ont opéré ailleurs en biologie. » Donc, la conscience est quelque chose qui, pour l'instant, nous oppose une certaine résistance. Et encore, vous entendez tous les jours parler d'articles remarquables, par ailleurs, de chercheurs en sciences cognitives qui disent « ça y est, j'y suis, je connais la signature de la conscience dans le cerveau, etc. » Donc on s'approche, on a l'impression qu'on s'approche. Et Daniel Dennett utilise même une petite ficelle rhétorique qui est très amusante, que je trouve très amusante, qui dit à la fin, en utilisant les mêmes concepts que ceux qui ont opéré ailleurs en biologie. Donc là, il y a ce qu'on appelle une figure de rhétorique par implicature, c'est-à-dire qu'il nous laisse entendre de façon implicite que ceci n'est effectivement qu'un phénomène biologique, comme ailleurs en biologie. Sous-entendu, la conscience est un phénomène biologique. D'accord? Bon, c'est peut-être vrai, mais en tout cas, il le présuppose dans sa phrase. Prenons le cas de la chaleur. Patricia Churchland. La température est connue par moi directement, par la sensation tactile, tandis que la vitesse moléculaire moyenne ne l'est pas. Pourtant, qui pourrait nier que pour un corps, avoir une certaine température et avoir une certaine vitesse moléculaire moyenne est la même chose. Théorie cinétique des gaz, d'accord? Mais là, peut-être que vous avez senti un petit couac. J'espère. Qui a senti un petit couac?
Sinon, je vous le dirai. Allez-y. Sur la température et la vitesse moyenne moléculaire est la même chose. Ouais. Ce qu'elle décrit au début, c'est son expérience de la température, qui n'est pas la température. Exactement. Parfait. La température est une variable objectivement mesurée au laboratoire par le moyen d'un appareil de mesure qu'on appelle un thermomètre. Ce n'est pas une sensation. Donc, ce qui a été réduit, au sens de la réduction théorique, c'est tout à fait exact, ce n'est pas la sensation de chaleur, du chaud et du froid, c'est la température au sens thermodynamique du terme, c'est-à-dire la coordination des indications des thermomètres. Parfait. Donc, voilà. Et donc, maintenant, je généralise cette remarque que vous venez de faire, à savoir que ce qui est expliqué, ce qui est réduit, ce n'est précisément pas ce qu'on rêve de réduire à la fin du processus, c'est-à-dire l'expérience vécue qui est le noyau central de la conscience. C'est toujours des variables objectives. La vie. Ce qui est expliqué sur un mode mécaniste ou sur un mode biochimique, sur un mode de tout ce que vous voulez, ce sont des fonctions objectives des êtres vivants. Par exemple, la reproduction, par exemple l'homéostasie, etc. Mais ce n'est pas ce qui est vécu par eux, c'est-à-dire l'expérience. Renaud Barbaras, qui est un phénoménologue, qui est un chercheur qui appartient à la même unité de recherche que moi, à savoir les archives Husserl, a remarqué ceci. Le verbe vivre a deux sens, un sens intransitif et un sens transitif. Le sens intransitif, c'est un poisson vit, ou un poisson est vivant. Un poisson possède la propriété objective d'avoir des fonctions biologiques, de reproduction, d'homéostasie, etc. Mais il y a aussi un sens transitif. Par exemple, Jean Valjean vit un dilemme. Ou aussi, un poisson vit une douleur. Ça peut arriver, d'accord ? Un poisson peut avoir des affects. Le sens intransitif est bien pris en compte précisément par la biologie moléculaire. Par contre, le sens transitif, non. Jusqu'à nouvel ordre, non. La chaleur, c'est pareil. On vient de le dire, on peut passer. La pensée, ce qui est mécanisé par la machine de Turing, par exemple, c'est une dérivation objective, par exemple une inférence, mais pas l'expérience du vrai. À la fin, lorsque la machine de Turing vous a produit un résultat, une chaîne de 0 et de 1, ou une proposition visible sur un écran d'ordinateur ou de smartphone, eh bien, il reste quelque chose à faire. Il reste à reconnaître que cette proposition est effectivement vraie. Alors, vous allez dire, ok, bon, peut-être que ce n'est pas important, etc. Mais malgré tout, à la fin des fins, il y a ce processus, il y a ce moment du « Ah, j'ai compris ». L'ordinateur m'a fait comprendre que cette proposition, effectivement, est bien fondée. Elle est fondée sur un processus d'influence. Le temps, ce qui est réduit à la quatrième dimension de l'espace de Minkowski, ce n'est pas le sens de la durée, comme disait Bergson, mais ce sont l'ensemble, la coordination des indications objectives des horloges. Et de fait, Einstein l'a construit exactement comme ça, en parlant de la coordination des horloges dans divers référentiels. La couleur. Ce qui est réduit à une longueur d'onde électromagnétique ou à tout autre processus objectif dans la rétine, dans le cortex primaire visuel, etc., du cerveau, c'est un corrélat objectif de la perception de couleur, mais pas la couleur éprouvée. À la fin des fins, il y a quelque chose, vous savez, le fameux paradoxe de la scientifique Mary qu'a imaginé Franz Jackson, c'est exactement ça. La scientifique Mary, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le plan objectif sur la couleur. Elle a tous les traités de physique et de physiologie sur les rayonnements électromagnétiques, sur le cerveau, sur la rétine, etc. Mais il y a une chose qu'elle n'a jamais vue, c'est des couleurs. Elle était enfermée dans un laboratoire en noir et blanc. Il y a quelque chose qui manquait. Bon, ça, on pourrait en discuter, bien sûr. Hein. Vous savez que ça donnait lieu à un débat absolument gigantesque. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui manque ici.
Peut-être que je vais passer, parce que je sens que le temps passe. Voilà, toutes ces tentatives avortées de dissimuler le point aveugle des sciences révèlent son ubiquité. Parce que, si vous voulez, l'expérience était au cœur de toutes ces choses que nous avons tenté justement de réduire. Et c'était toujours le résidu non réductible de toutes ces choses que nous avons essayé de réduire. L'expérience vécue, c'était ce qui restait lorsque nous avons essayé de réduire la vie à un processus biochimique. L'expérience du chaud et du froid, c'est ce qui restait lorsque nous avons réduit les variables thermodynamiques macroscopiques à des variables mécaniques microscopiques, qui sont le mouvement des molécules. L'expérience de la vérité, c'est ce qui manquait lorsque nous avons réduit les inférences à des processus de type machine de Turing. L'expérience de la durée, c'est ce qui manquait lorsque nous avons réduit le temps à des lectures d'horloge. L'expérience de la couleur, c'est ce qui manquait lorsque nous avons réduit justement la couleur à des longueurs d'onde de rayonnement électromagnétique, etc. Il manque toujours quelque chose, il manque l'expérience. Donc, il est inutile de dire, à la limite de tous ces processus de réduction, on va finir par réduire l'expérience, parce que tous ces processus de réduction ont toujours la même lacune. Et cette lacune, elle est toujours identique à elle-même, c'est l'expérience. Le passage à la limite ne marche pas ici. L'expérience reste intouchée. L'expérience, c'est ce que j'appelle l'origine, bien sûr, l'origine de la recherche. Nous sommes toujours partis de l'expérience, nous sommes partis d'un émerveillement, nous sommes partis d'une expérience sensible. Mais c'est aussi l'horizon de la recherche, parce que plus on avance dans la recherche, plus on voit que quelque chose est absent, si vous voulez, de la prise en compte objective. C'est précisément cette origine. Donc, bien sûr, on pourrait faire ce que font les chercheurs scientifiques à l'heure actuelle, c'est-à-dire faire ce que j'appelle cacher le point aveugle dans notre futur. Dire, OK, on n'y arrive pas pour l'instant, mais dans le futur, on va y arriver. Par exemple, je connais un certain nombre de chercheurs qui diraient ceci. Le problème difficile de l'origine de l'expérience vécue est effectivement quelque chose que nous ne pouvons pas traiter à l'heure actuelle. Il est difficile en un sens extrême. Mais il y a aussi plein d'autres problèmes qu'on qualifie de faciles dans les sciences cognitives, encore qu'il faut quand même beaucoup travailler pour y arriver, c'est-à-dire par exemple l'origine de la synthèse des représentations mentales, l'origine de la métacognition, l'origine d'un certain nombre de fonctions mentales. Bien, ça, on y arrive. Eh bien, quand nous aurons bien travaillé tous ces problèmes entre guillemets faciles, le problème difficile se dissoudra de lui-même ou disparaîtra. Ça, c'est l'espoir des spécialistes de sciences cognitives. Mais moi, j'ai tendance à penser que ceci est une illusion. L'illusion du point de fuite ou l'illusion de l'horizon. La maxime de cela, c'est réduire assez de variables objectives à des processus objectifs et le mystère de l'origine de l'expérience subjective se dissipera de lui-même. Bien ça, manifestement, c'est une erreur de catégorie. Aussi nombreux que soient les processus ou les variables objectives que vous réduirez à d'autres processus objectifs, le cœur, l'origine de la connaissance, l'origine vécue de la connaissance restera intouchée. Alors évidemment, là, ce n'est pas une preuve, mais c'est juste un équivalent, un analogue, une métaphore, tout ce que vous voulez. L'équivalent, ça serait de dire avance d'un nombre de pas suffisant et tu atteindras l'horizon. Et là, vous voyez immédiatement qu'il y a une erreur de catégorie, parce que l'horizon n'est pas un lieu, c'est une perspective. Pour moi, c'est exactement pareil. L'expérience n'est pas un objet, bien entendu, c'est la condition de possibilité de toute visée objective. Et donc, ce n'est pas possible de l'atteindre par un surcroît de connaissances objectives. Bon, bien sûr, là aussi, j'ai eu beaucoup de réactions à ce genre d'affirmation.
quelques-uns me disent « Oui, mais tu ne peux pas dire comme ça, à partir d'arguments a priori, que tu ne pourras jamais atteindre un certain but. » Il faut voir si le progrès de la connaissance ne nous permet pas de faire quelque chose, etc. C'est vrai. Mais il y a aussi des exemples connus qui, cette fois, sont bien assis sur des connaissances scientifiques, qui montrent que certains objectifs qu'on s'était fixés initialement dans l'aventure de la connaissance sont par principe inatteignables. Évidemment, le principe que vous connaissez, le cas que vous connaissez tous, même s'il n'est pas absolument identique à celui-là, c'est celui du principe et du théorème de Gödel. Le théorème de Gödel montre que la fondation hilbertienne des mathématiques n'est pas possible. Deuxième chose, il y a des arguments neurobiologiques. Des arguments neurobiologiques qui pourraient nous induire à penser que, oui, on est en train de s'approcher de l'origine de la physique et physiologique de la conscience. Il y a des progrès absolument remarquables qui sont faits. Je vous renvoie par exemple aux travaux de Stanislas Dehaene ou aux travaux de Stephen Lorais. Stephen Lorais, que je connais assez bien, qui a travaillé sur les comas et les états végétatifs. Et il réussit par exemple, vous le savez sûrement, à détecter des signes neurologiques qui indiquent que des personnes qui ont l'air complètement inertes, qui ne bougent pas, qui réagissent pas ou peu, eh bien, en vérité, comprennent ce qu'on leur dit. Et si elles comprennent ce qu'on leur dit, si elles peuvent même quelquefois réagir, alors là c'est le cas du locked-in syndrome, si elles peuvent même réagir par des clignements d'yeux ou des trucs comme ça, eh bien alors c'est qu'on peut considérer qu'elles sont conscientes. Donc on a des signes qui nous permettent soit de prévoir que la personne pourra nous dire après coup qu'elle était consciente, soit qu'on peut la traiter comme si elle était consciente à l'heure actuelle. Voilà des progrès absolument gigantesques. Et pourtant, je pense que ces progrès ne nous dévoilent pas l'origine physique de la conscience. Ils nous dévoilent simplement des critères pratiques de détection chez l'autre de quelque chose qu'on puisse appeler la conscience. C'est différent, d'accord ? À tel point que je considère que, si vous voulez, les progrès considérables de la neurobiologie dans ce domaine travaillent presque contre la prétention à expliquer neurobiologiquement la conscience. Pourquoi ? Parce qu'on peut rendre raison d'une quantité extraordinaire de phénomènes, de comportements, et même de comportements neuronaux des êtres vivants que nous sommes, en parlant sur un plan purement objectif, sans jamais faire appel au fait que tous ces processus sont vécus. On peut par exemple passer très facilement, pour simplifier, des stimulus aux réponses, en donnant tout le processus, tout l'itinéraire qui s'est passé dans le cerveau, sans jamais avoir à faire appel, sans jamais devoir faire appel au fait que ceci a été vécu par quelqu'un. Ce n'est pas utile. Le discours objectif est parfaitement autosuffisant. Certains neurologues l'ont d'ailleurs remarqué. Je pense à Victor Lam en Belgique ou Semir Zeki en Grande-Bretagne. Les deux ont remarqué qu'au fond, le discours sur l'expérience est superflu en neurobiologie. Donc, il y a ce qu'on appelle la surdétermination causale ou la surdétermination discursive du discours purement neurobiologique par le discours concernant les expériences que nous, êtres dotés d'un cerveau, avons eues. Ceci n'est pas utile. On peut s'en passer. La deuxième chose qui montre qu'on peut s'en passer, c'est la distinction que font cette fois les spécialistes de sciences cognitives entre conscience d'accès et conscience phénoménale. La conscience d'accès, c'est la fonction qu'on attribue habituellement en sciences cognitives à la conscience, c'est-à-dire d'accéder à tous les contenus mentaux, de faire la synthèse de ces contenus mentaux et de réfléchir sur ces contenus mentaux. Ça, c'est la fonction cognitive qu'on attribue habituellement à la conscience. Et de ce point, effectivement, cette fonction cognitive qu'on attribue à la conscience,
on peut en rendre raison par des processus neurobiologiques, sans problème. Mais Ned Block, qui a fait cette distinction entre conscience d'accès et conscience phénoménale, a justement noté qu'il y avait quelque chose qui n'était pas pris en compte par ces fonctions cognitives. Ce quelque chose qui n'est pas pris en compte par les fonctions cognitives, c'est le fait qu'il y a quelque chose que ça fait d'être en train d'exercer ces fonctions. J'exerce, moi qui suis un être doté d'un cerveau, ces fonctions cognitives, mais ça me fait quelque chose. J'éprouve quelque chose. Je ressens quelque chose. Je pourrais vous aligner comme ça une liste de verbes que nous utilisons habituellement pour dénoter ça. Ce résidu, cette chose qui reste quand on a épuisé toutes les fonctions cognitives, le ressenti, la conscience phénoménale. Donc, si vous voulez, l'idée que je voudrais avancer ici, c'est que plus la neurobiologie est couronnée de succès, moins elle est pertinente pour la conscience, mais pas pour la conscience au sens cognitif seulement. Bien sûr, elle est parfaitement pertinente pour la conscience au sens cognitif, mais pas pour la conscience au plein sens du terme, parce que ces explications sont autosuffisantes. Elles n'ont pas besoin qu'on rajoute en plus la phrase « et la personne a ressenti ceci, et à cause de ce ressenti a réagi comme ça ». On n'en a pas besoin. On peut rendre raison du processus en termes purement neurocognitifs. Deuxième critique de la raison neurobiologique. Vous savez que l'un des grâles de la neurobiologie à l'heure actuelle, c'est de trouver le corrélat neuronal de la conscience. Pas des processus mentaux, ça, il n'y a aucun problème. Mais de la conscience, du moment où les processus mentaux vont passer de l'automatique, du subconscient ou de l'inconscient à la conscience. Il y a des processus mentaux, vous le savez, que nous exerçons de façon manifestement inconsciente. L'exemple le plus connu de ça, c'est la conduite de quelqu'un qui, par ailleurs, parle à son copain qui est à côté. Son attention est complètement captivée par la conversation et pourtant, il conduit très bien. Enfin, plus ou moins. Il y a des petites diminutions quand même d'attention, mais en gros, il arrive effectivement à exercer toutes les fonctions cognitives d'un conducteur, à quelques petites exceptions près. Donc voilà un processus mental inconscient. Quel est le corrélat du passage de cette expérience, enfin de ce processus mental inconscient à la conscience, au moment où quelque chose est éprouvé, au moment où vous voyez la route et vous savez, vous éprouvez que quelque chose se passe devant vous. Donc, pour capturer, si vous voulez, ce corrélat neurobiologique de la conscience, on a utilisé ce qu'on appelle la méthode par contraste. On a mis en contraste deux types de processus. Les uns qui sont activés lorsque le sujet ne parvient pas à verbaliser son expérience, il ne parvient pas à déclarer qu'il a vu quelque chose sur la route, par exemple. Il dit « Ah bah oui, mais j'ai conduit, mais je ne savais pas ce que je faisais, je ne peux pas vous dire ce qu'il y avait sur la route, mais je l'ai fait. » Et les cas où, au contraire, le sujet peut vous dire ce qu'il voit sur la route. On met en contraste ces deux cas. Et on met les personnes qui sont dans les deux cas sous un appareil de résonance magnétique nucléaire fonctionnelle. Et effectivement, il y a une différence. Il y a des zones qui sont activées dans un cas qui ne l'étaient pas dans un autre. Et on dit ces zones qui sont activées dans le cas où la personne peut verbaliser, par opposition aux zones qui n'étaient pas activées quand la personne ne pouvait pas verbaliser, c'est les zones qui correspondent à la conscience. La personne est consciente, elle le déclare. Ces zones cérébrales sont la signature de la conscience dans le cerveau. Vous trouvez ça, par exemple, dans le livre excellent par ailleurs de Stanislas Dehaene. Il y a un article très intéressant que j'ai lu d'un grand neurologue qui a beaucoup utilisé cette méthode,
qui s'est fié à elle pendant de nombreuses années, mais qui tout à coup a eu un doute terrible à son sujet. C'est Wolf Singer, un neurologue allemand. Il a remarqué que tous ces corrélats dits de la conscience étaient peut-être simplement des corrélats des processus de préparation à la verbalisation. La mémorisation, l'articulation, les potentiels prémoteurs de la phonation, et j'en passe et des meilleurs. Il n'y a pas de critères qui nous permettent de complètement dissocier les deux. Et du coup, on ne sait plus si tout ceci étaient les corrélats de la conscience ou les corrélats du critère de la conscience. Le critère ultime de la conscience, comme je vous l'ai indiqué dans la dernière phrase qui est écrite ici, un certain nombre de spécialistes des états végétatifs, dont par exemple Stephen Lorais, disent « La seule méthode fiable que nous ayons pour déterminer si un autre être est conscient consiste à lui demander. » Même les personnes en état végétatif, le seul moyen qu'on ait de dire « elles étaient conscientes au moment où on a détecté tel ou tel signe neurobiologique », c'est de dire « Ah, mais quand elles se sont réveillées, elles nous confirment qu'à ce moment-là, elles nous comprenaient. » Et là, on peut dire « Oui, on avait bien raison de dire qu'elles étaient conscientes sur le critère de cet événement neuronal, puisque maintenant elles peuvent le verbaliser. » Donc le seul critère de la conscience, c'est la verbalisation. Et du coup, on a du mal à distinguer entre la conscience au sens d'expérience vécue, la conscience préverbale donc, et la verbalisation. Quelle est la différence entre le critère de verbalisation et le critère de conscience? On ne sait pas. On en est toujours là. En 2017, on est dans cette incertitude profonde. Daniel? Oui, vas-y. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas de la place pour l'oubli entre le moment de conscience et le moment de réveil avec la capacité de verbalisation? Excellent. Comment tu réponds à ça? Enfin, c'est naïf, hein, mais... Si, c'est important. Ce que tu dis est très important. Effectivement, on pourrait avoir un cas où la personne en état végétatif a tout compris et où elle oublie tout. On est exactement dans ce cas, dans le cas de l'anesthésie générale. L'anesthésie générale, à un niveau pas trop profond, on a pu prouver que, par la technique dite du brassard constrictif, on a pu prouver que les personnes sont capables de réagir aux stimulations verbales. Elles sont capables de répondre, par exemple, par des serrements de main coordonnés, et donc qui manifestent une certaine compréhension à des stimulations verbales. Mais lorsqu'on les réveille, elles disent « j'ai rien senti, j'ai rien entendu, j'ai rien... » Est-ce qu'elles étaient conscientes, mais elles ont tout oublié? Ou est-ce qu'on peut dire que parce qu'elles ne peuvent pas dire qu'elles étaient conscientes, elles ne l'étaient pas? Question. Comment peut-on distinguer entre mémoire et conscience? Bergson disait « la conscience est mémoire ». Donc vous voyez, c'est très important la question que tu as posée. Mais je la garde sous forme de perplexité. La perplexité existe parce qu'on n'arrive pas, si tu veux, à défaire l'écheveau de tous ces phénomènes mentaux pour arriver à extraire ce qu'on appelle la conscience. La défaire de tout ça, de la verbalisation, de la mémoire, de la réflexivité, etc., etc. On n'y arrive pas. Et du coup, tous nos critères sont affectés d'un coefficient de profonde incertitude. D'où mon doute en ce qui concerne les corrélats dits de conscience dans la neurobiologie. Deuxième doute. OK, on sait qu'il y a des corrélats neuronaux de toutes les activités mentales, d'ailleurs conscientes ou inconscientes. Et ça, personne ne peut en douter. On peut même, comme on dit, lire les pensées des personnes à partir des corrélats neuronaux parce que, justement, on les a établis au départ par le processus de la comparaison entre des données neurobiologiques et des données de rapport verbal, de verbalisation. Donc on peut lire dans les pensées de quelqu'un à partir de son activité neurobiologique. On peut même faire quelque chose que j'ai représenté à droite ici, c'est-à-dire la stimulation. Voilà.
la stimulation magnétique, par exemple, etc., et provoquer des expériences vécues, rapportées par les sujets, par cette stimulation. Et là, on a toutes les raisons de dire on a une corrélation, on a peut-être même un contrôle des conditions de l'expérience vécue des gens, et donc forcément, le cerveau, dans ces processus dynamiques, par exemple corticaux, etc., est bel et bien la cause de la conscience. Bon. Alors, pour commencer, je vais émettre un doute, parce que vous savez tous que la corrélation n'est pas causalité. Ça, tout le monde le sait. Bien sûr, la corrélation peut être due à une causalité directe, mais aussi à une causalité inverse, mais aussi à une causalité bidirectionnelle, mais aussi à des causes communes, mais aussi acausales. Par exemple, comme, si vous voulez, ça c'est une métaphore qui est due à des scientifiques anglais comme George Lewes, un scientifique anglais du 19e siècle, ou William James aussi. Si vous voulez, la conscience et l'activité neuronale ne seraient pas, si vous voulez, liées par un lien de causalité, mais seraient simplement deux faces du même processus. La face concave ou la face convexe, dans le cas d'une courbe. Le concave et le convexe ne sont pas profondément différents, c'est simplement deux façons de voir. La théorie du double aspect, elle est vieille comme Spinoza, au moins. D'accord ? Donc c'est une vieille histoire. Donc, la simple corrélation ne nous permet pas d'affirmer une causalité. Bien sûr, là, on a quand même un autre argument, c'est la stimulation magnétique. Et là, en général, vous savez que l'un des critères de la causalité, c'est la capacité d'intervenir. J'interviens, je fais quelque chose, j'induis un certain effet, et donc je dis, cet effet que j'ai induit a pour cause ce que j'ai modifié pour l'induire. Certes. Mais vous pouvez faire aussi l'inverse. Vous pouvez profondément modifier le cerveau en ayant certaines activités mentales. Les chauffeurs de taxi ont tous une sorte de bosse, entre guillemets, corticale de la mémoire des topographiques. Les gens qui méditent ont des augmentations de l'épaisseur de leur cortex cérébral, et ainsi de suite. Vous pouvez altérer le cortex cérébral par des activités mentales. Donc, la causalité, elle est bidirectionnelle. Elle n'a pas prouvé, si vous voulez, son unidirectionnalité. Là aussi, je sais qu'il peut y avoir des objections, auxquelles, d'ailleurs, j'ai pensé aussi. Je laisse ça pour les questions. Et la question que vous pouvez vous poser. Alors, je vois que le temps passe beaucoup, donc je pense que je vais probablement pas faire la question quantique, mais peut-être qu'on la laissera pour les questions. Moi, je me suis posé un jour la question suivante. J'avais assisté à beaucoup de conférences sur les corrélats neurocognitifs de la conscience. Et pendant des années, à chaque fois que j'en sortais, j'étais ébranlé. Je me disais, mais ça a l'air sérieux, ça. Je me sens extrêmement convaincu par ce qu'a dit le conférencier. Qu'est-ce qui se passe? Et après 2-3 jours, je réfléchissais, je me dis non, ça ne marche pas. Et je recommençais à avoir un doute, le genre de doute que je vous ai déjà exprimé. Du coup, je me suis dit, mais la question est de savoir pourquoi est-ce que je me sens si convaincu par quelque chose qui, à l'analyse plus approfondie, n'est pas convaincant. Et donc, j'ai trouvé la ficelle rhétorique. En tout cas, je l'ai cherchée. J'ai cherché la ficelle rhétorique. Comment ces gens-là arrivent à me convaincre? Eh bien, moi, je pense que si les grands chercheurs que nous avons, les Changeux, Dehaene, Lorez, arrivent la plupart du temps à nous convaincre qu'ils ont enfin touché à la cause neurobiologique de la conscience, c'est qu'ils font appel à une figure de style qui est le passage de l'objectif au subjectif, mais le passage subreptice de l'objectif au subjectif. Et ils utilisent pour cela l'appel à une expérience que nous partageons tous. Donc, ils commencent par un raisonnement objectif, puis ils nous disent « Ah, mais regardez, vous avez eu dans votre vie
l'équivalent de ce processus objectif. Par suite, le processus objectif est la cause de ce processus subjectif. Donc voyons, par exemple, un des raisonnements que j'ai lus chez Edelman et Tononi. Tononi, dont vous savez sûrement qu'il est l'un des créateurs d'une interprétation, d'une théorie très connue de la conscience à l'heure actuelle. Donc, dans le livre d'Edelman et Tononi, on lit ceci. Premièrement, lorsque on met un organisme biologique en présence d'une scène visuelle, alors déjà moi-même je commence à faire l'erreur de catégorie que je dénonce, on met un organisme biologique en présence d'un panorama, d'une scène qui se déroule dans le monde extérieur. Bien. Ce qu'on observe en étudiant les activités neuroélectriques dans l'aire V1, l'aire occipitale du cerveau de ces organismes, c'est que les variations rapides de l'activité de cette aire occipitale sont corrélées aux variations rapides des stimuli optiques, des stimuli photoniques, je dirais. Je n'utilise pas exprès le mot visuel parce que ça serait déjà basculé dans le subjectif. Donc, les stimuli électromagnétiques. Donc, ces variations rapides de l'activité de l'ERV1 sont corrélées aux variations rapides du stimulus électromagnétique. Mais ces variations rapides de l'activité de l'aire occipitale V1 n'ont pas de corrélat dans l'activité des aires corticales intégratives, par exemple les aires frontopariétales. Bien, ça c'est l'énoncé objectif d'un processus neuronal. On a des variations rapides du rayonnement électromagnétique, des variations rapides de l'activité de V1 et une absence de variation rapide de l'activité neuroélectrique des aires frontopariétales. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut observer dans les appareils que nous avons au laboratoire. Il n'y a pas d'expérience vécue ici. Deuxième énoncé, un énoncé qui relève cette fois non pas de la pure neurobiologie, mais des sciences cognitives. Des sciences cognitives qui mélangent, vous le savez, des sciences de l'information, des sciences psychologiques, des sciences neurobiologiques aussi. Donc, ce qu'on remarque, c'est que lorsque les organismes sont en présence d'une scène visuelle, et là on utilise le mot visuel justement parce qu'on est dans le domaine des sciences cognitives et pas seulement dans le domaine des sciences neurobiologiques, eh bien quand les organismes sont en présence d'une scène visuelle, eh bien ces scènes visuelles sont stables par un certain nombre de changements qui peuvent être occasionnés dans le contexte de cette scène. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'organisme sélectionne seulement l'invariant de la scène et il s'attache à suivre l'invariant sans s'appesantir sur les variations multiples et contingentes de la scène. Très bien. Donc là, c'est une description relevant des sciences cognitives. Vous voyez qu'elle est mixte. Elle mélange des éléments objectifs et des éléments qui frisent le subjectif. Par exemple, le visuel, bien sûr, ça peut être un processus concernant la rétine, le nerf optique, les aires V1, etc. Mais la vision, c'est quelque chose aussi dont nous comprenons le sens dans une acception vécue. Ce qui est visuel, c'est ce que nous voyons. Donc on commence à s'approcher ici du subjectif. Et puis après, il y a une troisième phase qui est franchement subjective cette fois. Et Edelman et Tononi disent ceci. Nous reconnaissons un seul colibri qui se détache sur le ciel bleu ou les feuillages, qu'il soit loin ou proche. Là, c'est le récit d'une expérience vécue. C'est ce qu'on appellerait une description phénoménologique. C'est ce que nous ressentons. On regarde et on suit le colibri des yeux et on le voit, on l'aperçoit malgré toutes les variations de luminosité, de l'arbre, etc. Et là, on sent quelque chose. On se rappelle d'avoir vécu ça un jour. Et on passe
de ce qui a été dit sur le plan purement objectif à ce que nous vivons et ce que nous partageons avec Edelman et Tononi en tant qu'être vivant et sentant, et on dit « Ah oui, ceci, c'est-à-dire la description objective, a expliqué ce que je vis. » D'accord ? C'est comme ça que ça marche. Bien, alors vous pouvez dire « Ok, ben, pourquoi pas après tout ?» C'est une bonne technique d'explication, puisque ce qu'il y a à expliquer est le vécu. Mais il faut remarquer ceci. Si pour que l'explication soit convaincante, il faut supposer que tous les gens présents dans la salle partagent cette prémisse de tout raisonnement qui est l'expérience vécue, c'est-à-dire qu'implicitement, on prend l'expérience vécue comme première, comme le fait premier de nos vies, comme le fait premier de nos existences. Donc, pour inviter les autres à comprendre au fond, cette traduction de l'objectif au subjectif, il faut qu'on table sur la présence du subjectif comme un fait premier. Et donc, curieusement, les chercheurs, là je deviens polémique, les chercheurs qui prétendent que dériver le subjectif de l'objectif le font seulement en supposant le subjectif afin d'arriver à leur raisonnement qui va de l'objectif au subjectif. Donc voilà un petit peu le problème. Ce que j'ai écrit là, la présence originaire de l'être conscient, du vécu, est le préalable silencieux d'un argument sur le caractère dérivé et secondaire de l'être conscient. En fait, on part toujours de là, toujours de cette expérience présente. Donc je vous renvoie toujours à là où vous êtes. Donc là, pour finir, je vais finir là, puisque le temps m'est compté. Eh bien, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se tirer de ce guêpier ? Comment faire une bonne science cognitive, mais qui ne tombe pas dans le piège qui consisterait à vouloir dériver le subjectif de l'objectif, alors même que, comme je vous le disais, l'objectif a été une élaboration, une constitution, pour ne pas dire une construction, à partir de la coordination de toutes les expériences subjectives vers leur invariant structurel commun. Comment faire pour faire une bonne science de la conscience ? Eh bien, pour cela, il faut se souvenir de ce que, par exemple, Douglas Hofstadter a appelé la boucle étrange. La boucle étrange du connaissant et du connu. Maurice Merleau-Ponty, autre phénoménologue français, nous a dit ceci. La conscience apparaît d'un côté comme partie du monde et d'un autre côté comme coextensive au monde. La conscience est partie du monde parce que quand je vous vois, je sais que vous êtes conscient. Vous êtes devant moi, vous êtes des parties du monde, vous êtes des êtres humains, je sais que vous êtes conscient, je partage cela avec vous. Mais d'un autre côté, la conscience est coextensive au monde. Parce que maintenant, pour moi, le monde, c'est quoi ? C'est cela que j'expérience, cela que je vois, cela que j'imagine, cela que je conçois, y compris vous qui êtes mes alter ego. Et vous, pareil. Pour vous, le monde, c'est cela qui est en ce moment donné. Donc, la conscience est coextensive au monde en même temps qu'elle est partie du monde. Et donc, le but d'une bonne science cognitive, ça serait de ne pas ignorer justement cette boucle étrange du vécu et du connu. Non pas essayer d'élaborer une science objective du subjectif, mais faire collaborer les deux sources de la connaissance, qui sont la construction d'un variant, c'est-à-dire l'objectivité d'un côté, et l'expérience vécue de l'autre, en une même science. C'est exactement ce qu'a voulu faire Francisco Varela dans une science nouvelle, mettant en collaboration le subjectif et l'objectif, qu'il a appelée la neurophénoménologie. Une science de l'articulation du vécu et du conçu, plutôt qu'une science de la réduction du vécu au conçu. Et ça marche parce qu'en fait, c'est ce qu'on a toujours fait sans le savoir. Quand, par exemple, quelqu'un vous dit « cette zone cérébrale a pour fonction tel ou tel processus mental », par exemple, cette zone
cérébrale a pour fonction le langage. C'est que vous avez posé la question au sujet. Qu'est-ce que ça vous fait, par exemple, d'observer telle ou telle chose? Qu'est-ce que ça vous fait d'observer du rouge ou du vert? Ou alors on peut poser la question de façon extrêmement élémentaire, par un presse-bouton. Ou alors on peut observer les comportements de l'organisme. Mais dans tous les cas, directement ou indirectement, pour trouver la fonction de telle ou telle aire cérébrale, on a besoin de se référer à l'expérience du sujet. Soit l'expérience observée indirectement par le biais de ses comportements, soit l'expérience telle qu'elle est exprimée verbalement par ce sujet. Ce qu'a proposé Francisco Varela, c'est de développer cette méthode, d'aller jusqu'au bout. Puisque c'est comme ça, puisque toute connaissance neurobiologique, ou des fonctions neurobiologiques en tout cas, est toujours une connaissance hybride, une connaissance objective-subjective, et pas une connaissance objective pure, alors allons jusqu'au bout et déployons l'expérience du sujet en mettant en relation fine les détails de cette expérience rapportée du sujet avec les détails du fonctionnement neuronal. Et il en a conclu ceci. Puisque la seule bonne science neurocognitive est une science hybride, pas une science purement objective, mais une science objective-subjective, alors ce qu'on a omis lorsqu'on a essayé de résoudre, entre guillemets, le problème de la conscience, ce n'est pas une meilleure explication théorique, ce n'est pas une poussée supplémentaire vers l'objectivation, mais c'est un oubli de l'origine vécue de la connaissance. Et donc, c'est d'où la phrase de Francisco Varela, ce qui fait défaut dans ces approches objectivistes de la conscience, ce n'est pas la cohérence de l'explication. La cohérence de l'explication, elle n'est pas en cause, mais son aliénation de la vie humaine. On a oublié simplement d'où on partait, tout simplement. Donc, bon, j'aurais voulu vous faire aussi un travail équivalent sur le problème de la mesure en mécanique quantique. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, de là d'où je suis venu. J'ai commencé comme spécialiste en tout cas, j'ai commencé plutôt mon travail philosophique comme spécialiste des fondements de la physique quantique. Avant cela, je dois dire, alors je vais rappeler ça puisque Daniel est ici dans la pièce, on a commencé comme collègues dans le même laboratoire, un laboratoire pas très loin d'ici, à l'Institut de biologie physico-chimique, un laboratoire de biophysique. On a travaillé ensemble et c'est juste après que j'ai commencé un travail en philosophie de la physique, puis en philosophie de l'esprit. Et bon, voilà, donc le travail en philosophie de l'esprit, je vous l'ai pas mal raconté. Celui en philosophie de la physique, il est isomorphe à celui-là, mais c'est intéressant de voir l'isomorphie aussi parce que ça révèle quelque chose. En voyant l'analogie entre deux problèmes, on comprend justement mieux, je pense, le fond du défaut de ces démarches surobjectivistes. C'est assez simple, c'est que c'est l'histoire du chat de Schrödinger. C'est-à-dire que, vous voyez, vous connaissez le paradoxe du chat de Schrödinger. Le paradoxe du chat de Schrödinger, c'est, je vous le répète tel que je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'état quantique du chat nous le décrit comme à la fois vivant et mort. L'état que nous observons, ce n'est pas vivant et mort, c'est soit vivant, soit mort. On passe du « et » au « ou ». D'accord ? Vous connaissez tous ça. Alors, bien sûr, il y a une demi-solution du problème qui s'appelle la décohérence, qui consiste à passer justement du « et » au « ou », mais à travers une modification de la structure de la théorie des probabilités, d'une structure des probabilités interférentielles à une structure des probabilités sans interférence, ou avec très peu d'interférence. Très bien. Mais la solution complète du problème viendrait seulement si on arrivait à montrer comment passer du « ou », c'est-à-dire de l'énoncé des possibles, à du « et », c'est-à-dire une liste des possibles, à un résultat. Pas à un « ou », mais à un résultat, c'est-à-dire le chat est vivant, par exemple. Et ça ne marche pas.
soit on fait appel à des théories variables cachées, etc., bon, dont je ne discute pas, soit on est embarrassé. Alors, il y a une autre solution, une solution qui n'est pas physique, mais qui est réflexive, c'est de se rendre compte simplement du statut du concept d'état. Qu'est-ce que c'est que cet état? Est-ce que l'état, c'est vraiment la description de ce qu'est le système physique out there, à l'extérieur de nous? Ou alors, est-ce que c'est, comme par exemple H.R. Pérez, ou alors Chris Fuchs le signale, est-ce que c'est simplement la description du système cohérent de tous les paris que l'on peut faire sur le résultat des expériences qu'on effectue au laboratoire? Si c'est ça, alors ça n'a rien d'étonnant que le système des paris que l'on peut faire n'ait pas la même structure que le résultat qu'on obtient quand on fait l'expérience. C'est presque trivial, ça devient trivial. D'accord? Donc, la solution vient ici du fait qu'on a oublié notre origine, l'origine de la connaissance dans le travail au laboratoire, dans le fait qu'on élabore une théorie des probabilités pour prévoir les résultats d'expérience, etc. Et qu'on a tout projeté sur les systèmes qu'on essaye d'étudier. Donc, on a surobjectivé et on a oublié l'origine. C'est là qu'est la tâche aveugle. Voilà, c'est la tâche aveugle. Donc, c'est toujours la même tâche aveugle. La différence étant que dans un cas, la tâche aveugle, c'est l'expérience vécue, donc c'est la plus intime de toutes nos tâches aveugles. Dans l'autre, la tâche aveugle, c'est simplement, je dirais, la performativité du chercheur dans son laboratoire avec les deux procédures qu'il utilise, à savoir l'expérimentation et la théorisation qui lui permet de prévoir les résultats de son expérimentation. Donc on a oublié le concret de la vie du chercheur au laboratoire, tout simplement. Donc en gros, c'est ça, c'est à la fois la similitude, vous voyez, l'analogie, et la différence, parce que ce qu'on oublie n'est pas exactement identique. Voilà. Donc voilà, merci pour ta question.